Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Léonard. Alors, je suis très heureux d'accueillir ce matin Magali Reguezazit, qui est géographe, anciennement membre du Haut Conseil pour le climat, qui a été enseignante-chercheuse et qui publie un nouvel ouvrage qui est l'occasion ce matin de faire cet entretien. Bienvenue en 2055 dans un monde neutre en carbone, publié au Seuil. Alors, le débat sur la transition écologique a profondément évolué ces dernières années. Il ne s'agit plus seulement de définir une trajectoire de décarbonation, mais de répondre à une question qui semble bien plus vaste. Comment concilier transition écologique, souveraineté économique, compétitivité, cohésion sociale et adaptation aux risques? Et dans votre livre, et c'est ce qu'on va voir ce matin, vous défendez l'idée que ces objectifs ne sont pas nécessairement contradictoires, à condition de dépasser une approche sectorielle et de penser les transformations dans toute leur complexité de manière systémique. Et c'est cette vision que nous allons donc explorer ensemble. Notre rencontre ce matin, elle va se dérouler en 4 temps. D'abord, une introduction sur l'ouvrage de Magali. Ensuite, Isabelle Spiegel, directrice de l'environnement de Vinci, nous rejoindra pour continuer la conversation. Je laisserai du temps pour vos questions. Et puis, à la fin de notre rencontre, nous aurons un moment plus informel de networking avec quelques exemplaires, les derniers à vrai dire, disponible à Paris parce que le livre est en rupture de stock, que vous pourrez acheter si vous le souhaitez. Et je remercie Charlotte Philippon de la librairie La Nouvelle Page de les avoir apportés ce matin. Alors, moi, je voudrais commencer avec une citation de l'ouvrage pour être au plus près du texte. À la page 223, précisément, vous écrivez « La décarbonation se fera, qu'on le veuille ou non. La question est de savoir comment et à quel prix ». Alors, est-ce que vous pourriez expliquer comment vous êtes arrivé à cette conviction à laquelle il ne semble pas évident d'adhérer lorsqu'on regarde la tendance mondiale actuelle? D'abord, bonjour à tous, merci d'être là. Je tiens à préciser au départ que je ne suis pour rien dans les canicules. L'idée, c'était pas du tout de vendre des livres, donc on pourra en reparler pourquoi ce livre. Voilà, donc et je suis même un peu gênée parce que j'ai l'impression de faire de l'argent sur le climat, ce qui était absolument pas mon intention, même plus que ça en fait. Ce livre, en fait, il a été fait justement pour montrer que cette transition qu'on appelle écologique, on pourra revenir sur ce terme dans la discussion. Dans le livre, moi, je ne parle pas de transition écologique, je parle de transition vers la neutralité carbone, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est un voyage en terre inconnue, comme disent mes copains climatologues, quand ils parlent du climat. Ce que nous vivons aujourd'hui, et je fais juste un petit point en arrière pour que vous compreniez pourquoi ce livre aussi, c'est pas surprenant pour un climatologue. Et pendant des années, on a dit, quand on alertait, la question n'est pas de savoir si on va avoir 50 degrés à Paris, si on va avoir 45, la question c'est de savoir quand. Pourquoi ? Parce que cette trajectoire climatique, elle ne relève pas d'autre chose que des lois de la thermodynamique. Le climat que nous vivons, il est totalement, entièrement déterminé par la quantité de CO2 qui se trouve accumulée dans l'atmosphère. C'est une loi physique, si vous voulez. On peut pas... Alors, évidemment, il y a de la fluctuation naturelle, il y a d'autres phénomènes qui font que certaines années, c'est un peu plus fort, un peu moins fort, mais la trajectoire, elle est là, et on en connaît, on sait aujourd'hui en mesurer les conséquences. Autrement dit, la question, c'est de savoir effectivement quand les effets qui ont été anticipés par rapport au stock de carbone accumulé dans l'atmosphère dans le passé, et j'insiste, dans le passé, vont se faire sentir. Il se trouve que là, c'est maintenant, mais en fait, ça aurait pu être avant. On oublie par exemple qu'au Canada, en 2021, le dôme de chaleur que nous vivons aujourd'hui, ils l'ont eu. En Espagne, ça fait plusieurs années. Alors, jusque-là, on a eu de la chance. Les dômes de chaleur, les vagues de chaleur, les plumes de chaleur, peu importe ils se sont arrêtés à la frontière. Ils étaient en Espagne, ils étaient en Italie, ils étaient en Grèce. L'été dernier, c'était le Maroc qui passait pour la première fois les 50 degrés à l'ombre. C'était la Turquie. Cette année, c'est chez nous. Et là aussi, j'insiste et je reviens juste parce que c'est aussi des messages de prévention. Moi, je trouve ça très bien, ce petit message. C'est la première fois que je vois ça et je félicite Vinci. Ça paraît tout bête, mais c'est ça aussi la prévention. Bien sûr que ça vous saoule de se dire « mais qu'est-ce qui nous embête avec tout ça ?» Il n'empêche que quand je suis venue, je crois, il y a
5 ans. Quand je vous dis s'il y a une alerte à incendie, est-ce que vous avez regardé les sorties? En fait, personne ne le fait. Et c'est normal, vous demandez ça, y compris à des professionnels. Moi, j'ai fait ça devant un amphi de pompiers. Et il m'avait dit, ah ben non, en fait, parce qu'effectivement, ce n'est pas intégré. Donc, cette question du climat, ni vous, et je le répète, mais ni vous, ni moi évidemment, ni vos enfants, ni vos petits-enfants ne pourront plus vivre dans le climat que nous avons connu enfant, parce que tout simplement les lois de la physique nous disent qu'on ne peut pas revenir en arrière. Pour revenir en arrière, il faudrait aller chercher du CO2 dans l'atmosphère, et malheureusement pour l'instant, on ne sait pas le faire, et ça ne sera pas avant des années. Alors pourquoi la décarbonation? Parce que justement, on sait, là aussi c'est une loi physique, c'est pas ma conviction, enfin c'est ma conviction au sens où je comprends ce que c'est qu'un consensus scientifique et voilà, si vous lancez la pomme en l'air, elle vous retombe sur la tête. Et ben la même loi, enfin pas la même, mais une autre loi physique vous dit que si on arrête d'ajouter des molécules de CO2 d'origine humaine dans l'atmosphère, je dis bien d'origine humaine parce que c'est elle qui pose problème, eh bien le changement climatique s'arrête. On ne revient pas en arrière, mais il s'arrête quasiment instantanément. Enfin, il faut quelques années, mais vous voyez, on le stabilise en fait. Donc notre seule option possible, c'est cette neutralité carbone. Il n'y a pas d'autre choix. Et quand on vous explique qu'on va s'adapter, ça s'appelle une escroquerie en français. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a des seuils physiologiques auxquels on ne peut pas s'adapter. Et vous l'avez bien vu, on est à peine à 40 degrés à l'ombre et déjà les corps fatiguent, les nuits tropicales, moi j'aime pas dire tropicales parce qu'on a l'impression que c'est sympathique, quoi. Vous avez compris que là, les tropiques, c'est peut-être pas le paradis, hein. La récurrence des calamités, des catastrophes, etc., fait qu'on ne s'adapte pas en réalité. On trie entre ceux qui peuvent vivre parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils sont en meilleure santé, jusqu'au moment où même c'est plus jeune, ils tombent parce que, par exemple, la température est telle que le thermomètre est humide, enfin ce qu'on appelle humide, c'est-à-dire que vous avez de l'humidité dans l'air qui empêche votre corps de réguler sa température, et là, un GI, ça meurt en 6 heures apparemment. Hein. Donc vous voyez, des gens super entraînés, tout ça, en fait, ils ne tiennent pas parce que physiologiquement, il y a des limites à cette adaptation du corps. Mais je vais plus loin. Ce dont on ne parle pas en ce moment, c'est l'effondrement de la biodiversité. On parle beaucoup de la chaleur, on ne parle absolument pas de la sécheresse qui s'annonce pour les prochains jours. Ça veut dire que derrière, les forêts sont en train de s'effondrer, donc le puits de carbone forestier s'effondre, les sols s'effondrent, l'agriculture s'effondre, l'élevage est en train, on est sur des sommets là, d'abattage de bêtes. Or, la biodiversité, à la différence de nous, vous ne pouvez pas la climatiser. C'est une petite pique par rapport au débat sur la climatisation. Vous ne pouvez pas climatiser la biodiversité. Et nous avons besoin de cette biodiversité pour vivre. Et donc, à partir d'un certain moment, et c'est ce que dit le GIEC dans le deuxième volet de ce rapport du GIEC, hein, qui est sorti en 2020, il y a une limite dure, c'est-à-dire une limite physiologique, une limite physique à l'adaptation. Concrètement, ça veut dire qu'à un moment, les sociétés s'effondrent. Et quand les sociétés s'effondrent, rappelez-vous le Covid, il n'y a plus d'émissions de CO2. Donc on décarbone. Mais il y a une autre façon de voir les choses. L'autre façon, c'est de se dire que pendant qu'on nous explique que la France, c'est que 1% du CO2 mondial, c'est-à-dire comme la plupart des pays, en réalité, hein, c'est même moins. Vous avez 90% à peu près, même plus. Hein. Enfin, en gros, il y a 10 États qui sont au-dessus de 1%, hein, pour faire simple. C'est facile, hein, vous divisez 100 par 200, ça fait 0,5. 30% des émissions mondiales sont produites par à peu près plus de 190 États qui émettent moins de 1%. Si ces 30% d'émissions mondiales ne sont pas réglées, on peut arrêter les émissions de tous les autres, ça ne change pas le problème. Il ira moins vite, mais on aura toujours du CO2 qui ira s'ajouter dans l'atmosphère. Or, vous avez un État aujourd'hui, il y en a d'autres, qui sont en train d'accélérer leur transition. Pas pour des motifs humanistes. Hein. La Chine a 10 ans d'avance sur son plan de décarbonation. C'est d'ailleurs pour ça que les émissions aujourd'hui mondiales continuent de monter, mais beaucoup moins vite. La Chine est devenue leader sur le marché de la production d'énergie décarbonée. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui vendent partout dans le monde des centrales nucléaires avec clé en main. Vous avez le service après-vente, vous avez tout ce que vous voulez. Je ne parle pas des panneaux solaires, je ne parle pas des éoliennes. Mais ce que fait la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de décarboner ses usages. Elle est en train de décarboner ses usages, c'est-à-dire qu'elle construit, elle modernise son appareil industriel,
et derrière son agriculture pour que les usages soient totalement décarbonés. Et pourquoi elle le fait aussi? Pour des raisons de politique interne, parce que les villes chinoises, vous le savez, étaient extrêmement polluées et que la classe moyenne émergente n'en pouvait plus de cette pollution. Et donc, par exemple, remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques, c'était une demande à des fins de santé publique qui était elle-même exigée par des classes moyennes émergentes, ce qui permet aussi d'acheter la paix sociale. Je ne dis pas que le modèle chinois est parfait, loin de là. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas à dire. Mais je veux dire qu'à partir du moment où vous avez des grandes puissances qui construisent leur puissance régionale et mondiale sur la décarbonation, eh bien nos industries ne sont plus compétitives. Notre agriculture n'est plus compétitive. Pourquoi? Parce qu'il suffira que demain, ces pays mettent une taxe aux frontières sur le carbone et c'est terminé. Donc ça veut dire qu'en réalité, on pourrait arriver à une décarbonation aussi assez rapide du fait que les leaders économiques mondiaux eh bien, s'y soient engagés. Et du coup, nos économies deviennent totalement obsolètes. Et donc on décarbone, mais on décarbone aussi sous la pression parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Cette longue introduction, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que ce qui est écrit dans ce livre, ça n'est pas de la science-fiction. Pour nous tous, ça ressemble à de la science-fiction parce qu'on parle beaucoup du climat en 2050. C'est ce qu'on nous a demandé aux chercheurs. Voilà, dites-nous à quoi ça ressemble à 2050. Mais les chercheurs eux-mêmes n'ont jamais imaginé que 2050 était décarboné parce que les chercheurs, comme vous, n'ont jamais vécu en fait dans un monde qui était sorti des énergies fossiles. Nous ne savons pas à quoi ça peut ressembler puisque nous n'y avons jamais vécu. Puisque toute notre vie, elle est construite sur cette combustion des énergies fossiles. Et quand je dis combustion, c'est bien sûr la chaleur, la climatisation. Alors l'énergie est certes décarbonée, mais c'est vos vêtements, vos lunettes, votre stylo, mon micro, nos meubles, le sol. Tout ici est fait à partir de matières fossiles, directement ou indirectement. Et on le voit bien d'ailleurs, le détroit d'Ormuz est bloqué, les prix augmentent. Première victime, les ménages, parce qu'elles ne peuvent plus mettre de l'essence dans leur voiture. Et bien bizarrement, les émissions baissent, parce qu'en fait, le trafic automobile baisse, et il ne baisse pas parce que les gens ont choisi de le faire baisser, il baisse parce qu'en fait, il n'y avait plus d'argent pour mettre l'essence dans le véhicule. Moi, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, toutes les solutions sont sur la table. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles à appliquer. Mais si on prend les solutions qui ont été évaluées, il y en a beaucoup, ça vous fait une boîte à outils. Et si on choisit la manière dont on les combine, certaines on n'en veut pas pour des raisons qui sont éthiques, philosophiques, morales, religieuses, politiques, économiques, ok. D'autres on en veut, ça s'appelle du débat démocratique. Est-ce que je veux mettre plus ou moins de nucléaire? Est-ce que je veux mettre plus ou moins d'OGM? Est-ce que je veux mettre plus ou moins, je ne sais pas moi, de climatisation? Ça, c'est des débats publics, c'est des débats démocratiques. Par contre, les solutions existent et ce qu'on n'a jamais réussi à montrer, c'est que dans les rapports du GIEC, vous avez en fait un beau tableau avec des croix et des couleurs. Et ce beau tableau avec les croix et les couleurs, il dit quoi? Il dit quelles sont les solutions de décarbonation, atténuation si vous préférez, qui sont compatibles, voire qui sont aussi des solutions d'adaptation, et quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer dans les 17 objectifs de développement durable. Amélioration des conditions de vie, accès à l'éducation, réduction des inégalités hommes-femmes, accès à l'eau, travail, tous les secteurs en fait de la vie économique. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que si on inverse la perspective et qu'on part de tous les problèmes, je dis bien de tous les problèmes qui préoccupent aujourd'hui nos concitoyens, mais aussi nos entreprises, parce que ce sont des acteurs majeurs, évidemment, et bien en fait, si on arrête de faire de la transition, de la décarbonation en but en soi, on peut en fait se rendre compte que les solutions de décarbonation deviennent des réponses pour résoudre des problèmes. Compétitivité, souveraineté, qualité de vie, pouvoir d'achat, santé, éducation, réduction des inégalités hommes-femmes, lutte contre la malbouffe, lutte contre des espaces publics mal qualifiés, enfin détériorés, lien social, intégration des aînés, inclusion des personnes handicapées. Alors vous allez dire, ça fait aussi le café et compagnie. On peut avoir du café dans la décarbonation, j'insiste, mais c'est exactement ça en fait. C'est l'idée d'arrêter de prendre la décarbonation pour une fin en soi et d'utiliser les options qui sont compatibles avec un monde réchauffé
et un monde dans lequel le changement climatique est stabilisé, eh bien, c'est d'utiliser ces options pour en faire des solutions, des réponses, des instruments pour résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir avec le climat. Et plus ça va, plus je me dis qu'il faut, et c'est paradoxal, déclimatiser, je ne sais pas comment il faudrait le dire, la transition. Parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de transition. Et vous voyez aujourd'hui, dans le choc que nous sommes en train de vivre, que ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est l'hôpital, c'est l'accès aux soins, c'est à nouveau les personnes âgées, c'est la question des prisons, c'est la question du mal-logement, c'est la question de l'éducation, rythme scolaire, adultes dans l'école, c'est la question du traitement de l'enfance, c'est la question de l'état de droit, c'est la question de notre sécurité au quotidien. Comment vous faites patrouiller aujourd'hui des policiers ou des gendarmes? C'est pas possible. C'est la question de la cybersécurité, c'est la question des réseaux critiques, c'est la question de l'activité économique, notamment des petites entreprises qui aujourd'hui sont dans une situation catastrophique. Vous voyez bien qu'on prolonge les soldes parce qu'en fait derrière, ça ne consomme plus, et ainsi de suite. Alors justement, on reviendra sur cette question du récit avec Isabelle Spiegel parce que je crois que c'est l'un des éléments qui a retenu son attention. Mais toute cette série de secteurs qu'il faut transformer en même temps, pour notre public qui est plutôt un public de professionnels de la ville, des collectivités, il peut y avoir une sorte de liste un peu écrasante. Comment est-ce qu'on peut mener toutes ces transformations en même temps? On ne va plus parler de climat. Vous êtes des acteurs urbains, vous avez à votre agenda des objectifs. Par exemple, je dois aujourd'hui lutter contre le mal-logement dans le logement social. Je dois rénover ma voirie. Je dois requalifier un espace public, une place, une rue. Je dois m'occuper de rénover les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux d'assainissement, gros problème. Et donc pour ça, indépendamment du climat, j'ai un agenda. J'ai des financements, j'ai des acteurs à mobiliser, ce que vous savez faire en fait. Je vous rajoute une contrainte, une seule. C'est que quand on va faire le diagnostic bénéfice-risque, il faut intégrer d'une part l'analyse de risque par rapport au climat qui change, c'est-à-dire que si par exemple je plante un arbre en pleine rue, en plein soleil, je sais que mon arbre en fait, je peux le planter, mais dans 2 ans il est mort, voilà. Je sais que si je fais une magnifique place très belle, toute minérale, avec du beau marbre, du machin, enfin du granit ou je ne sais quoi, cette place, en fait, elle est inhabitable 4 mois dans l'année actuellement et 6 mois dans l'année prochaine. Donc, je ne le fais pas. Chez vous, vous n'achetez pas des trucs dont vous savez qu'ils seront déjà obsolètes. Enfin, vous pouvez, mais c'est un peu tordu quand même. Voilà, si vous achetez une voiture, vous essayez de prendre la voiture qui n'est pas déjà à mettre à la casse. Et bien là, c'est pareil. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir commencer à intégrer dans vos diagnostics de risque et de ressources cette question de finalement quelle est la solution la plus efficace, la plus économiquement rentable, parce que quand même il y a des questions budgétaires, la plus faisable et qui, si possible, a le plus d'avantages esthétiques, qualitatifs, voilà. Et ça, vous le faites au quotidien. Il va juste falloir ajouter une petite ligne en se disant attention, si je prends telle option, ça ne marche pas. Et puis on peut aller plus loin en se disant, et ça aussi, quand on fait un plan d'aménagement, on ne regarde pas immédiatement, on regarde à quelques années. On va se dire, par exemple, si je fais un très bel immeuble mais sans ascenseur, les personnes âgées de cet immeuble, elles ne pourront pas monter. Si je fais un immeuble mais que derrière, je n'ai pas d'adaptation aux populations en mobilité réduite, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des normes, mon fauteuil roulant, il ne rentre pas, etc. Si mon immeuble, je veux qu'il soit par exemple autonome, j'ai peut-être intérêt à lui coller d'emblée des panneaux solaires ou peut-être à faire un circuit de récupération des eaux, peut-être à penser différemment les balcons, parce que si je continue à construire comme aujourd'hui, on vous livre des immeubles, je vous en parle en connaissance de cause, RTE la 2012, en fait ils ont été livrés en janvier, il fait 35 degrés à l'intérieur parce que c'est des magnifiques, c'est très très bien isolé l'hiver, mais pour l'été c'est des bouilloires thermiques. Et donc en fait on a fait sortir de terre un immeuble qui d'emblée doit être déjà rénové confort d'été, ça c'est juste absurde. Et en fait derrière vous avez aussi une pression, c'est la pression du coût. On sait aujourd'hui qu'on a des finances qui sont quand même pas hyper
bien, notamment quand vous travaillez en collectivité territoriale, donc il y a moins d'argent. Et donc l'idée, c'est de prendre les solutions qui vont être les moins coûteuses. Et donc là aussi, on fait un calcul coût-bénéfice en se disant, si je mets par exemple, alors on n'a plus le droit, mais vous voyez, si je mets un chauffage au fioul, on sait bien qu'à terme, ça ne va pas marcher. Si je commence à construire un immeuble ou une place ou un jardin ou faire passer un transport qui, d'ores et déjà, je sais que d'ici 2-3 ans, il faudra le rénover parce qu'il n'est pas bien situé, parce que effectivement, ça coûte plus d'argent. Et donc, en fait, on peut très bien raisonner uniquement dans le cadre de nos métiers et de vos métiers respectifs en se demandant, en fait, ce que je fais d'habitude en intégrant les coûts, les risques, les bénéfices, les attentes aussi du public, les attentes de mes commanditaires. J'ai simplement rajouté la question de 1. Est-ce que ces infrastructures, ces équipements, ces aménagements sont capables de vivre dans un monde à peu près où on aura du 50 degrés à l'ombre, pour vous le faire simple, mais aussi où il y aura moins d'eau, où il y aura moins d'énergie, où il y aura moins de matériaux. Et puis, est-ce que ces solutions, elles sont viables le plus longtemps possible pour ne pas faire ce qu'on appelle des actifs échoués, c'est-à-dire des bâtiments, par exemple, qui seront totalement inutilisables ou qu'il faudra totalement rénover. On le fait déjà en réalité. On le fait déjà. Par contre, la difficulté, c'est de passer de l'idée que jusque-là, tout ce qui était solution passant par les fossiles était plus rentable. C'était plus simple parce qu'effectivement, on était dans un jeu où ces énergies, ces matériaux étaient accessibles et étaient peu coûteux. Donc la tendance, j'allais dire naturelle, c'était de se tourner vers eux, bien sûr, c'est plus simple. Puis là, en fait, on commence à rendre compte que non seulement c'est pas plus simple, ça devient de plus en plus cher, et en plus, derrière, ça induit des coûts et des problèmes plus importants. Et c'est pour ça que dans le livre, à la fin, j'utilise une image en disant, en gros, ça effraie tout le monde parce qu'effectivement, c'est une bascule, j'allais dire, civilisationnelle. Pourquoi ? Parce que toute notre société s'est construite sur la rente que nous a donnée l'accès à une énergie peu chère et abondante. Il ne faut pas oublier que notre sécurité, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit cyber, elle repose en réalité sur les dividendes de la combustion des fossiles. Notre développement, il s'est ancré là-dessus. Et c'est comme ça, on ne savait pas, parce que je veux bien que depuis 1850 à Érus, ça va quoi, pas Érus d'ailleurs, excuse-moi, c'est l'allergie, vous avez compris. Mais vous voyez, on est sur cette rente qui fait que notre vie entière, elle est possible grâce à la combustion des énergies fossiles. Donc sortir de là, ça semble absolument dingue, parce que pour la première fois dans notre histoire, il va falloir retirer des choses. Il va falloir retirer des énergies. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut faire... On est devenus des champions du jeu d'échecs. On en connaît les règles, qui sont très compliquées. On vit dans une société très complexe, hyper complexe. Et là, on nous demande de jouer aux dames. Alors, a priori, ça ressemble, hein. Vous avez un damier, vous avez des pions blancs, des pions noirs qui se mangent, il y a des règles de mouvement, etc. Mais si vous essayez de jouer aux dames avec les règles des échecs, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous acceptez que les règles, c'est celles du jeu de dames, et que vous remobilisez toutes les compétences que vous avez développées pour les échecs, la stratégie, l'intelligence, l'adaptabilité, la rapidité, etc., vous allez devenir possiblement un très bon joueur de dames parce que vous ne partez pas avec rien. L'enjeu de cette transition vers la neutralité carbone, c'est de conserver ce qui est efficace, c'est de réfléchir à ce qui fait qu'on est bien, en fait, ce que nous jugeons essentiel, et de se mettre à abandonner ce qui, soit n'est plus considéré comme important, soit qui va nous coûter très cher pour rien. Et donc, ce que nous faisons un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, nous allons devoir le faire, mais cette fois-ci en toute connaissance de cause, parce que là, pour le coup, il y a une limite. Enfin, il y en a deux, hein, la limite budgétaire
puis la limite climatique. C'est tout. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur l'une des thématiques, celle de l'énergie, d'ailleurs, que vous avez mentionnée. Et dans le livre, vous développez l'idée que la transition énergétique, elle est souvent présentée comme une compétition mondiale pour les ressources, notamment aux métaux critiques et aux ressources naturelles, et vous invitez un peu à nuancer ce discours alarmiste. Est-ce que vous pourriez revenir sur cet aspect ? Alors, la transition, en fait, c'est très compliqué. Le cadrage du débat était compliqué parce que, d'une certaine manière, il a fallu aussi que la communauté scientifique digère ce qu'elle était en train de découvrir. Et donc, évidemment, quand vous comprenez que 90% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, c'est la combustion des matières fossiles pour produire de l'énergie, et que l'énergie, c'est un des piliers, évidemment, de notre activité économique, mais aussi sociale, on a pendant très longtemps réduit la transition vers la neutralité carbone à la transition énergétique. Et c'était d'autant plus logique que dans notre façon de procéder dans une société moderne, eh bien, la science produit des connaissances qui sont ensuite appropriées par l'ingénierie au sens très large, hein, ingénierie technologique, ingénierie juridique, mais surtout de la technologie. Et donc derrière, en fait, à un problème, vous mettez une solution en face. Et vous avez tous entendu dans votre boulot, c'est maintenant à la mode, on a la solution sur l'étagère, avec des étagères qui sont remplies de solutions. Et donc, une fois qu'on a la solution sur l'étagère, il suffit de la mettre en place, et par incrément, on va arriver, c'est le fait même de la modernisation et de la modernité, à avoir des solutions. Et à ces solutions, alors évidemment, il y a toujours des effets négatifs, mais on va pouvoir les compenser. La première surprise a été de dire que ces solutions, les gens, je mets des guillemets, et je mettrai beaucoup de guillemets sur les gens, n'en voulaient pas. N'en voulaient pas. Parce qu'on vous avez la solution sur l'étagère, vous la mettez en place et les gens n'en veulent pas. Grande surprise. Alors c'est un débat entre les ingénieurs et les sciences sociales qui est aussi vieux que la modernité, c'est-à-dire qu'à chaque fois les sciences sociales sont là. Oui, mais en fait il y a la société. Et vous avez les ingénieurs qui disent mais ils sont pas rationnels ces gens. Mais enfin, on leur donne une solution clé en main, ils n'en veulent pas. Et la solution clairement en France, en plus, elle était assez logique, c'était le nucléaire. C'était le nucléaire qui, en plus, c'était le cocorico français. Vous voyez, s'il y avait bien encore un truc qui nous restait, c'était le nucléaire. Parce que bon, le reste, voilà. Donc, on avait le nucléaire. Et ça tombait bien parce qu'en plus, cette industrie nucléaire avait été malmenée, on n'avait pas assez investi, bien avant les écologistes. Je vous rassure, le nucléaire, c'est De Gaulle. Donc, voilà, je veux bien que René Raymond ait été... on le montre avec son verre d'eau. À l'époque, c'était pas... De Gaulle, René Raymond, vous voyez un peu le... Voilà, bon. Donc, la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'on est arrivé avec une conjonction. D'un côté, on avait une solution très efficace dans laquelle on était très bon, efficace du point de vue carbone, on est bien d'accord. On avait des ingénieurs pour le faire, ça allait relancer la filière. Bon, pif paf, c'est fini, quoi. Et ça ne se passe pas comme ça. Et ça se passe d'autant moins comme ça qu'on a Fukushima, et que Fukushima fait que les opinions publiques prennent conscience aussi du risque nucléaire. Et donc, vous avez à partir de ce moment-là une cristallisation du débat entre, d'un côté, des gens qui disent on a une énergie peu chère, qu'on maîtrise, qu'on connaît, dans lequel on est leader, etc., et qu'il faut relancer. Et puis de l'autre, des gens qui soit s'y opposent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le climat, mais qui sont une appréciation subjective du risque. Et j'insiste, c'est pas parce que c'est subjectif que c'est pas bien. Tout le monde dans cette salle a des préférences qui sont totalement déconnectées de la réalité du risque. Je pense que parmi vous, et je donne l'exemple, il y a des gens qui ont peur de l'avion. Vous pouvez expliquer à un scientifique que la probabilité de mourir dans un accident d'avion, c'est beaucoup moins que la probabilité de mourir à pied. Quand vous avez peur, quand vous avez une phobie, vous avez peur. Voilà. Mais ceux qui expliquent que vous avez une phobie de l'avion et qu'il faut pas prendre, et que c'est débile de prendre l'avion, je vous rappelle que vous marchez tous dans la rue. Si j'étais vous, je ne marcherais pas dans la rue, puisque c'est là où il y a le plus de probabilité d'avoir un accident. Donc vous voyez, ce débat, en fait, c'est un débat de préférence, c'est un débat de société. Mais là où il y a un autre problème, c'est que les sciences sociales, justement, ont commencé à expliquer que
l'énergie, d'abord, n'était pas première confusion qui a été répétée, qui est encore répétée. L'électricité en France est décarbonée, l'énergie ne l'est pas. On est arrivé à 50% d'énergie décarbonée, mais les Français actuellement, ils sentent bien que l'énergie, elle n'est pas du tout décarbonée. Quand il faut se chauffer, quand il faut se climatiser, quand il faut prendre sa voiture, etc., on voit bien que l'énergie, elle n'est pas du tout décarbonée. Alors oui, on est mieux que les voisins, entre guillemets, mais enfin, c'est ce que je dis toujours, on est les meilleurs élèves d'une classe de cancre. Hein. Là où les autres ont 0, on a 2, quoi. Bon, est-ce que vraiment il faut se faire un cocorico ? Je ne suis pas sûre. Et donc derrière ce débat de l'énergie, en fait, ça a servi à polariser la transition. Ça a servi à polariser la transition, d'autant plus qu'on est parti dans l'idée que, comme on avait le nucléaire, on allait pouvoir monter notre capacité nucléaire pour utiliser en fait le nucléaire pour tout décarboner. Puisque, en fait, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est la base, c'est qu'effectivement, une des réponses à la décarbonation, c'est d'électrifier par de l'énergie décarbonée. Et derrière, on a commencé aussi à se poser des questions sur pourquoi, par exemple, on n'irait pas vers de nouvelles sources comme l'hydrogène, comme des fuels bio, machin, etc. Bon. Et là, on a oublié 2 choses. D'abord, la première, c'est qu'une innovation technologique, la France et tous les pays sont remplis d'innovations qui n'ont jamais atterri, qui n'ont jamais été diffusées pour des tas de raisons. Et que même quand on veut faire une innovation, il y a un cycle qu'on appelle de l'innovation qui fait qu'entre le moment où on découvre la solution dans le laboratoire et le moment où ça se diffuse et c'est approprié dans la société, il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ça nous emmène déjà en 2035-2040, à supposer que les innovations soient déjà là, bien avancées. C'était France 2030. France 2030, c'était on investit massivement dans de l'innovation technologique pour. Mais deuxièmement, on n'a pas pensé RTE l'a très bien pensé, hein, mais enfin, globalement, que nos centrales nucléaires, elles étaient vieillissantes. Donc, qu'il allait quand même falloir maintenir notre parc nucléaire qui, lui aussi, prend très cher à cause de la chaleur, à cause d'événements et puis de plein d'autres choses, et qu'à un moment, les capacités de construction, de rénovation, elles ne sont pas infinies, et que donc on a besoin déjà de renouveler, enfin de mettre à niveau le parc, de renouveler, et que donc aussi il y a un plafond physique à faire. Parce que faire une centrale nucléaire, ce n'est pas exactement la même chose que faire un champ d'éoliennes. Sauf que derrière, beaucoup de collègues énergéticiens, très énervés par la désinformation sur le nucléaire, qui est une réalité aussi, et je ne dis pas que je suis pour ou contre, hein. Alors pour le coup, je n'en ai aucune idée, je ne suis pas spécialiste du sujet. J'ai pas d'avis, oui, ça existe des gens qui n'ont pas d'avis, j'en fais partie, et ça serait bien que de temps en temps, des gens dans ce pays arrêtent d'avoir des avis sur tout, parce que finalement, ça n'intéresse personne. Bon. Moi, j'essaie juste de vous cadrer le débat. Ce débat, en fait, on est arrivé à un moment où les gens extrêmement énervés, et je le comprends, parce que les arguments qui étaient opposés au nucléaire, mais comme ceux aujourd'hui sur les NGT, sont tout aussi faux que ceux qui ont été utilisés pour promouvoir le nucléaire. Et à partir de ce moment-là, vous avez un blocage social, parce que derrière, vous avez une instrumentalisation politique qui sert à polariser. Pendant 10 ans, on a débattu de pour ou contre le nucléaire, ce qui n'était pas le sujet. Comme aujourd'hui, on a des morts, on a des élevages qui sont en panique, on a des agriculteurs en panique, on a une biodiversité qui s'effondre, on nous parle de climatisation. Et le climatiseur, accessoirement, personne ne vous dit ce que c'est. Est-ce que c'est le petit truc qu'on voit dans la rue avec la cheminée qui sort? Est-ce que c'est la pompe à chaleur? Est-ce que c'est le réseau de froid? Est-ce que c'est la canopée urbaine? Ça veut dire quoi, climatiser? Moi, dans le bouquin, je parle de produire du froid. C'est pas la même chose, hein. On est sur un truc différent. Et donc, vous avez eu un débat qui s'est bloqué sur cette transition écologique. Et donc, derrière, ensuite, vous avez la fuite des arguments au n'importe quoi. Parce que ce qu'on n'a pas compris, c'est que la transition énergétique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire électrifier sur la base d'usages décarbonés. Donc, ça voulait dire faire la place à de nouveaux usages. Et donc, ça voulait dire produire plus d'énergie
certes, parce qu'il allait falloir quand même... mais surtout, nous, en consommer moins. Alors ça paraît totalement paradoxal. Mais vous êtes d'accord qu'on a un gâteau et on a des gens qui mangent le gâteau. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans la pièce parce qu'il y a de plus en plus d'usages. Et donc, si tout le monde garde la même part de gâteau, il faut rajouter un deuxième gâteau, un troisième gâteau, mais au bout d'un moment, c'est plus possible de faire grossir le gâteau. Donc, la seule manière de faire, vous l'avez tous vécu, c'est de couper la part un peu plus petite. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le contrôle de la demande, l'action sur la demande. L'action sur la demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de piloter tout par l'offre et de considérer qu'à une demande, je mettais forcément une offre en face, c'est de dire je vais ajuster la demande à la disponibilité de la ressource à un temps T. Et là, on a un problème à nouveau. Pour ajuster cette demande, on a 3 leviers d'action qui sont dans le rapport du GIEC. Éviter quand c'est possible. Éviter quand c'est possible, c'est par exemple votre gâteau, vous avez l'anniversaire où au lieu d'avoir 5 gamins, vous en avez 15 qui sont arrivés. Vous évitez de redonner une deuxième part quand le gamin, il en a déjà mangé 4 et que peut-être c'est pas nécessaire et que peut-être en plus c'est pas bon pour lui. Éviter quand c'est possible. Améliorer. Améliorer, c'est augmenter par exemple le rendement. C'est faire en sorte que vos appareils ils consomment moins. C'est faire en sorte que... voilà. Et puis changer quand je ne peux pas faire autrement. Alors changer, ça peut être substituer une technologie à une autre. Ça peut être aussi par exemple transformer la manière... J'ai un logement, je vais transformer les pièces, je vais un peu bouger pour que là aussi, je substitue à l'existant quelque chose. La première, éviter quand je peux, c'est-à-dire quand ça ne compromet pas mes besoins, l'essentiel, etc., c'est la sobriété. Le deuxième, c'est l'efficacité. Le troisième, c'est l'innovation et la substitution. Si je vous dis sobriété, j'ai la moitié de la salle qui va... Parce qu'on a, là encore, baisse de la demande, sobriété. Vous avez bien vu que la baisse de la demande, ce n'est pas que de la sobriété. Ceux qui proposent, qui disent il faut de l'efficacité, en fait, ils ont dans la baisse de la demande. Et ça ne veut surtout pas dire décroissance. Et décroissance, j'entends, attention, c'est un débat. Alors, je dis débat, mais en fait, c'est une controverse, c'est une discussion scientifique où vous avez effectivement des chercheurs qui réfléchissent à la croissance, à ce que ça signifie, à ses conséquences sociales. C'est un concept scientifique, c'est un objet de travail scientifique qui a été sorti pour être mis dans le débat et qui a été ensuite polarisé et politisé. Pour ou contre? Quand je dis politisé, en fait, c'est polarisé, quoi. Moi, j'ai fait la même chose avec la résilience. Il y a 20 ans de ça, 2010, non, je ne suis pas si vieille, 2009, on travaille sur la résilience. C'est un concept qui nous sert à décrire des processus. On va le critiquer, on va comprendre que ça veut dire d'abord, ça nous sert à nommer, et puis ensuite, ça nous sert à essayer de voir est-ce que c'est reproductible, et donc on en fait un concept scientifique, c'est-à-dire un outil, un cadre. Et puis il arrive dans le débat public. Et on lui fait parfois dire l'inverse de ce qu'il dit en science. Par exemple, on explique que si tu es résilient, tu n'es pas vulnérable. C'est faux. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un bébé, il n'y a rien de plus résilient, jusqu'à un certain point. On explique, par exemple, le lien entre résilience et adaptation. Et un mot en science, c'est une bibliothèque. Mais vous imaginez bien que quand il arrive dans le débat, il est pollué. Et donc, aujourd'hui, en fait, vous avez une obstruction climatique qui passe par la perversion des mots, qui passe par le fait que sobriété égale décroissance. Voilà. Action sur la demande, sobriété, décroissance. Sauf que derrière, ça a des incidences énormes, parce que d'abord, ça empêche de parler, ça empêche de penser. Et puis surtout, ça devient finalement à nouveau une solution action-réaction. On a besoin de baisser la demande électrique. L'hiver, mettez un pull vert.
On a besoin de baisser la consommation en eau. Construisons des bassines. Et à nouveau, on reprend la polarisation. Parce qu'on confond bassine, réservoir collinaire, stockage de l'eau, stockage dans les nappes, et tout ça est mélangé parce qu'évidemment, comprendre la différence entre une nappe phréatique, on n'est pas tous hydrologues, on n'a pas tous la chance d'avoir un hydrologue à côté pour lui dire « Allô, tu peux m'expliquer le bazar ?» Et donc, c'est sans fin. Ce qu'on a eu sur les bassines, on l'a eu sur la climatisation et on l'aura demain sur la voiture, l'hydrogène, enfin voilà. Et donc, l'idée aussi du livre, et les métaux critiques, parce que les métaux critiques, en gros, l'idée du livre, c'est quoi? C'est de dire que plutôt que de s'adapter au changement climatique, adaptons-nous aux conséquences de la décarbonation. Comment est-ce qu'on fait demain de l'adaptation dans un climat où il y a moins d'eau, structurellement, où l'énergie, pour les raisons que je vous ai expliquées, sera moindre? En particulier parce que la pénurie, c'est relatif à une demande. Donc, par exemple, l'été, il va y avoir une demande accrue en énergie pour des tas de raisons. Et donc, il va falloir mieux partager la demande. Comment est-ce qu'on fait une transition quand il y a moins de sol? Parce qu'on a besoin du sol pour produire l'énergie, pour stocker le carbone, pour produire une alimentation. Et comme les rendements baissent, il faut plus de terre. Ainsi de suite. Si tout le monde demande les mêmes matériaux au même moment, ben, il y a pénurie. Or, nous ne fabriquons pas forcément ces matériaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on est, j'allais dire cuit, mais que ça ne marche pas. Parce qu'à côté de ça, on a des tas de solutions pour recycler, réemployer, réhabiliter, rénover, innover. Et donc là aussi, quand on se dit, ah ben, par exemple, on ne peut pas faire de l'éolien ou on ne peut pas faire... bon, alors je passe sur le sujet c'est moche, hein, excusez-moi, mais j'en peux plus du c'est moche. Parce que la centrale nucléaire, qu'est-ce que c'est beau! Alors un géographe vous dirait que c'est beau parce que c'est son côté j'aime l'industrie. Vous voyez, moi, vous me mettez devant des porte-conteneurs, je saute en l'air. Vous me mettez devant un vapocraqueur, je trouve ça très beau. Mais c'est juste une déformation professionnelle. Hein. Mais enfin, les mêmes qui vous disent que les éoliennes, ça tue des oiseaux et que c'est moche, défendent les moulins et vous expliquent qu'il n'y a rien de plus beau qu'une autoroute. Alors j'aime beaucoup les autoroutes aussi. Hein, voilà, c'est mon côté, j'aime les transports. Mais enfin, on est bien d'accord que là, on est quand même au niveau zéro du débat public. Sauf que derrière, le sujet, c'est de se dire, je vais devoir décarboner. Est-ce que, par exemple, sur l'éolien, est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable. Est-ce que j'ai assez de métaux critiques? En fait, on se rend compte que dans beaucoup de cas, d'abord, ça consomme beaucoup moins de métaux critiques que ce qu'on pense. Et puis, excusez-moi, mais les téléphones portables, il y en a partout des métaux critiques. Donc l'argument, il devrait être valable pour tout. Et donc là aussi, on va devoir prioriser. On va devoir se dire où c'est qu'on met l'investissement. Et là, ça devient intéressant, parce que là, on parle d'investissement. Là, on parle de stratégie industrielle. Là, on parle de souveraineté, parce que si on est obligé d'acheter les éoliennes et les panneaux solaires et les climatiseurs et tout ce que vous voulez aux Chinois, compliqué. Là, on parle d'indépendance, parce que si on devient les pays ateliers d'autres pays, ça va être compliqué. Là, on parle de financement public, de partenariat public-privé. Là, on parle du rôle des collectivités territoriales dans le pilotage. On parle d'aménagement, on parle de planification, on parle d'accompagnement des ménages, donc on parle de fiscalité. On parle de formation, parce qu'il va falloir trouver, et vous le savez très bien, les personnes qui sont en capacité de rénover, de poser ces éléments. Donc ça veut dire des techniciens, ça veut dire de la formation professionnelle, ça veut dire de la reconversion. Il va falloir trouver les juristes qui vont pouvoir identifier les points de blocage, parce que parfois il y a des points de blocage. Il va falloir trouver les personnels qui vont être capables de travailler sur la biodiversité, parce qu'aujourd'hui on sait implanter par exemple des champs d'éoliennes en préservant la biodiversité, en transformant la transformation en une opportunité pour, par exemple, préserver des espèces, recréer des trucs locaux, etc. C'est un projet politique, c'est une stratégie industrielle, c'est une stratégie commerciale, c'est une stratégie économique, c'est une stratégie d'aménagement du territoire. Que vous soyez dans le privé ou dans le public, c'est votre métier au quotidien.
Alors justement, puisqu'on parle du privé, je pense que c'est le bon moment pour Désolée, accueillir sur scène. je vous ai complètement flingué Mais j'avais envie de vous laisser la possibilité de développer vos raisonnements et c'est pas très grave pour mes questions supplémentaires. Mais donc, je voudrais accueillir Isabelle Spiegel, directrice de l'environnement de Vinci. Et poser à Isabelle comme première question ce qui a particulièrement retenu son attention dans le livre de Magali. Eh bien, je pense que effectivement, ce livre, moi, je l'avais commandé pour l'avoir dès le premier jour de sa sortie, et simplement parce que ça fait quand même plusieurs années que dans les discussions qu'on peut avoir sur les environnementalistes ou ceux qui œuvrent pour la transition, on se dit qu'il manque des narratifs inspirants, positifs, montrant non pas seulement le côté alarmiste, parce que le côté alarmiste, voilà, ça fait 30 ans que les scientifiques nous donnent les éléments, etc. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, ça n'a pas suffi. Et je pense que c'est le premier côté, c'est vraiment d'avoir des narratifs où le bas carbone est devenu la donnée d'entrée et on montre que la vie est vivable, tenable, n'est pas catastrophe. Voilà, donc il y a eu des choix qui ont conduit à faire que effectivement c'est faisable, mais je pense que c'est le gros aspect. Puis juste pour l'anecdote, parce que j'ai quand même pas mal de bouquins sur l'environnement, la transition, etc. à la maison. Alors j'ai des enfants qui en piquent certains. Mais là, mon mari a plongé dedans tout un premier week-end, je n'arrivais pas à l'ouvrir moi. Donc voilà, c'est la petite promo pour une fois sur effectivement un style qui change un peu et qui fait passer différemment les messages, parce que je pense qu'il faut qu'on arrive à toucher tout le monde. Donc vraiment, merci beaucoup pour voilà, avoir relevé ce défi des narratifs et du monde en 2055. Cette question du narratif, elle est aussi associée au fait que vous êtes assez critique de la notion d'acceptabilité. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Je vais vous dire ce qui va se passer dans les prochains jours. Bon, peut-être que je vais me planter, hein, mais on est dans une crise sanitaire. N'y voyez aucun complot. Les données ne sont pas là et c'est normal qu'elles ne soient pas là. C'est normal, hein, c'est pas juste qu'on vous cache des choses. C'est qu'il faut les recouper, les faire remonter, etc. Vous commencez déjà à voir dans la presse, oui, on ne sait pas combien, il faut du temps. Mais ce qu'on va voir, c'est malheureusement, une canicule est en train d'arriver. Nous ne sommes qu'au début de l'été. Hein. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera jusqu'au mois de septembre, voire fin septembre. Ce qu'on voit, c'est que les corps sont fatigués, c'est que les organismes sont fatigués. Et donc, à Paris, parce que tout se passe à Paris, hein, ce qui se passe dans le sud, voilà, donc la canicule va arriver par le sud. En fait, il ne va pas y avoir quasiment d'interruption. On va remonter à 40. Alors, on était qu'à 35. Je répète, c'est 35 à l'ombre. 35 à l'ombre, ça veut dire que dehors, il fait beaucoup plus chaud. Et donc, on arrive là, à Paris, on va être, à partir de la fin de ce week-end, probablement autour de 35 degrés. Donc ça veut dire des immeubles qui sont encore chauds, donc des intérieurs chauds, des corps fatigués, etc. Et donc on va avoir une mortalité possiblement plus importante sur des personnes jeunes, des enfants, des adultes, notamment ceux qui sont très exposés. Plus d'accidents aussi, parce que la nuit on dort mal. On a une première canicule très violente parce que le corps est passé de froid à chaud d'un coup, puis ensuite cette canicule longue où on n'a pas dormi, où les températures étaient très élevées, puis on s'en reprend une. Je vous fiche mon billet que les morts de la canicule, ça va être quoi ? 1. Les gens sont des égoïstes, ils ne s'occupent pas des personnes âgées, ils les laissent abandonnées dans leur maison sans les surveiller, les enfants, c'est atroce, c'est la faute des enfants. C'est la faute des jeunes qui sont allés s'exposer de manière inconsciente dans la rue. C'est ces jeunes sauvageons qui sautent n'importe comment, n'importe où dans la flotte et qui en plus utilisent les bornes d'arrosage, les bornes de pompiers comme truc d'arrosage. C'est la faute de ces gens qui en gros boivent dans la rue, hein, parce que voilà, bon, les prisonniers on s'en cogne, hein, parce que de toute façon ça fera de la place dans les prisons. J'exagère à peine. Hein. Ce qu'on entend d'ores et déjà sur les plateaux télé en termes de responsabilisation individuelle est abject. Est abject. Et l'acceptabilité, c'est quoi ? L'acceptabilité, c'est de faire comme si en face, vous aviez des enfants capricieux. Les gens,
les Français. Moi, à chaque fois que j'entends parler des Français, je dois me dire, je dois être polonaise ou je sais pas quoi, parce que voilà, ça ne me concerne pas. Les gens sont climato-sceptiques. Les gens, ils ne veulent pas de la transition. Ça fait 30 ans que toutes les études d'opinion, et quand je dis les études d'opinion, c'est les sondages, mais aussi ce qu'on appelle les enquêtes. On a des enquêtes, par exemple de l'ADEME, qui nous montrent que les climato-sceptiques, c'est 3% de la population. Alors certes, sur certains plateaux télé, c'est 100% du plateau, mais c'est pas parce que certains crient plus fort que voilà, le multivers n'existe pas. Enfin, vous voyez, il y a un moment où ces personnes ne sont pas représentatives. Surtout, la majorité de nos concitoyens sont conscients et veulent changer. Le problème, c'est qu'entre savoir, pouvoir et vouloir, eh ben, c'est pas toujours lié. Vous savez tous, je pense, que fumer tue. Peut-être que certains vous fument encore et qu'ils ont voulu arrêter de fumer, mais qu'ils ne le peuvent pas parce que c'est pas qu'une question de volonté individuelle. Pour sortir de la dépendance au tabac, il n'a pas suffi de dire fumer tue. Il n'a pas suffi de montrer des poumons qui étaient encrassés. Il n'a même pas suffi de voir ses proches crever d'un cancer des poumons ou de la gorge ou de je ne sais quoi. Il a fallu derrière des lois. Pas que pour interdire, mais des lois. Il a fallu évidemment un signal prix, mais ça n'a pas suffi. Vous avez des personnes très pauvres aujourd'hui qui payent très cher le tabac et qui continuent. Il a fallu un accompagnement médical et pas juste un médecin. Il a fallu des services d'addictologie. Il a fallu que la Sécu elle accompagne. Il a fallu un accompagnement par des nutritionnistes, par des psychologues. Il a fallu de la technologie parce qu'effectivement la cigarette électronique, le patch, etc., ça a pu aider. Il a fallu un ensemble de conditions pour que, pour chaque individu, le vouloir devienne le pouvoir. Et ça marche pour le surpoids, ça marche pour l'accès au travail, ça marche pour l'éducation, etc. Moi, j'ai été prof. Il y a des gamins qui veulent et qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas parce que quand vous êtes à 35 dans une classe où il y a une instit ou un prof qui fait ce qu'il peut, mais 35 élèves, vous divisez 60 minutes, en fait c'est pas 60, c'est 55 par 35, et ben ça fait moins d'une minute par gamin. Quand ces gosses ils rentrent à la maison, qu'ils sont dans du mal logement, que les parents ils travaillent, pas parce qu'ils veulent travailler. Moi je connais personne qui a envie de se taper 3 petits boulots pour vivre au SMIC et qui n'est pas là avec ses gamins. Vous donnez à ces personnes la possibilité de rester à la maison et de s'occuper de ses gosses et de ne pas avoir honte avec ces gamins, de leur dire ben moi en fait je ne sais pas lire, moi je ne sais pas écrire, moi je ne peux pas t'aider. C'est ça la réalité. Et donc l'acceptabilité, je suis désolée mais c'est dégueulasse. L'acceptabilité, c'est de faire peser sur les individus la responsabilité d'une inaction. Et par inaction, je ne dis pas qu'on ne fait rien. Je dis qu'à un moment, les décideurs politiques et économiques ont la responsabilité de construire les conditions de possibilité de l'action. Et vous vivez ça aussi dans vos entreprises. Vous pouvez arriver avec la meilleure volonté du monde. Si derrière, les constructions ne sont pas là pour vous permettre d'agir, eh bien, ça ne marche pas. Et donc, ce n'est pas une question de pédagogie, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de les gens sont débiles, les gens sont crétins, les gens sont irrationnels, les gens sont irresponsables. Parce qu'à la fin, effectivement, la responsabilité, elle pèse sur les personnes. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que des gens qui vont perdre leurs proches, qui vont voir leurs enfants pas bien. Moi, je me sens responsable quand mes gosses, le soir, ils pleurent. Et je pense que vous avez beaucoup d'entre vous, des jeunes ou des personnes âgées. Moi, je me sens très, très mal aujourd'hui. J'insiste là-dessus parce que je me sens responsable. Parce que je n'arrive pas à calmer ma fille le soir quand il fait chaud et qu'elle pleure en me disant « Maman, je n'arrive pas à dormir, je ne suis pas bien. » Je vois mon enfant pleurer, je ne sais pas quoi faire. Et je me sens responsable, mais pas coupable. Isabelle. Alors, peut-être effectivement sur l'aspect individu-mobilisation, je dirais que, je suis absolument convaincue qu'il y a un rôle essentiel pour le monde économique. Donc, d'apporter des solutions, de montrer que c'est concret, c'est faisable, qu'il y a des choses, que tout n'est pas sur de l'innovation. Léonard avait eu un festival, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, sur le futur du déjà là. Et j'aime beaucoup finalement reprendre cette expression en disant, et ça résonne complètement par rapport aux innovations dont on aura besoin en 2035, 40, pas de souci, il nous faut de l'hydrogène à la bonne échelle, etc.
Mais on a aussi la chance d'avoir des infrastructures qui existent, et donc tout ce qui va être entretien, augmentation de la durée de vie, utiliser du réemploi, faire en sorte de prendre de l'eau non conventionnelle, sortie de station d'épuration par exemple, pour éviter d'utiliser l'eau potable, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui sont finalement des solutions assez pragmatiques sur ce déjà là qu'il va falloir mettre en place. Et je voulais rebondir également sur l'aspect mobilisation individuelle dans l'entreprise, pour le coup, parce que c'est le champ que je connais. À chaque fois, on a eu à 2 reprises en fait, chez Vinci des prix de l'environnement, et où on a dit, allez-y, on vous donne 4 mois, 6 mois pour passer à l'action. Mais ce qu'on veut, c'est que vous agissiez. Et chacun à son niveau, en fait. Donc, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Donc, si c'est pour une assistante de dire, moi, je vais proposer à mon chef d'éviter des cartes de visite et de passer en digital, ok, ça marche. Si c'est pour un patron béton, etc., de dire, moi, je vais faire du béton bas carbone et vraiment, voilà, je le fais sur un projet dépassant tous les problèmes de standards normatifs, d'assurance, etc., je le fais aussi. Et en fait, à chaque fois, on a eu des mobilisations massives. C'est-à-dire que je crois vraiment très très fort à cette capacité humaine quand on se donne les moyens d'eux. Et là, en l'occurrence, nous, ce qu'on a fait dans le monde de l'entreprise, c'était de dire, il y a un concours passer du temps. Enfin, on vous autorise à passer du temps. Par contre, le calendrier, il y a une deadline. Donc, ça nous pousse quand même à agir dans le cadre de cette deadline. Franchement, ça répond parce que la première fois, on avait pas loin de 3000 bonnes pratiques. La deuxième, on a élevé le niveau parce qu'on voulait des solutions à impact environnement et business. Et on en a eu 1000. Et on en a sorti 300 qui étaient des bonnes pratiques, voilà, des candidatures. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette capacité à mobiliser. Et par contre, complètement d'accord pour dire qu'il faut agir sur tous les fronts à la fois. Donc c'est ce qui rend le message extrêmement complexe derrière. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre que chaque partie, je dirais que les politiques décident effectivement que que chaque partie de notre écosystème fasse des choses. Il faut aussi qu'on prenne chacun dans notre périmètre d'action. Et donc moi, dans le monde de l'entreprise, on a un certain nombre, les petits premiers pas, premières actions, etc., qui font qu'on va pouvoir transformer. Et donc on a plutôt un problème de changement d'échelle aujourd'hui. Juste pour rebondir, en fait, être dans une entreprise, c'est finalement un avantage. C'est finalement un avantage parce que vous n'avez pas besoin de faire rentrer en compte, entre guillemets, d'autres considérations sociales et politiques, parce que l'entreprise, elle a quand même un premier objectif, c'est d'être encore présente l'année prochaine, et dans 5 ans, il y a une considération purement économique qui, elle, en fait, on n'est pas dans du débat. Ça n'empêche pas d'être éthique, mais je veux dire, à un moment, s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'entreprise, c'est fini, quoi. Et donc, derrière, c'est l'idée du business model. Ouais. C'est est-ce que votre entreprise, elle reste compétitive, elle reste juste viable économiquement dans un monde réchauffé, mais aussi décarboné. Et ça, si on rate le coche de la décarbonation, c'est terminé. Dans les années qui viennent, l'enjeu, c'est plus la construction du neuf. L'enjeu, c'est la rénovation des bâtiments et pas qu'énergétique. On est totalement d'accord. Et donc, si évidemment, dès aujourd'hui, on ne se prépare pas à faire ça, c'est mort. Et en réalité, on a déjà du retard, il faut être honnête. Et donc, ça veut dire que dans les diagnostics de vulnérabilité de l'entreprise, la dépendance qu'on a aujourd'hui à certains marchés, à certains fournisseurs, à certaines, ce qu'on disait, certains matériaux, elle est terrible parce qu'on sait que c'est mort. Si on continue, si on est inclus dans cette dépense, mais on s'oublie aussi de faire, ce que vous venez d'illustrer, le diagnostic de ressources. Comme on est dans un monde anxiogène, on ne pense qu'à la vulnérabilité. Mais les ressources humaines, les ressources intellectuelles, les ressources financières, les ressources en termes de réseau d'acteurs, en fait, on a déjà plein de ressources. Et aujourd'hui, quand on traite ces questions-là, on commence à imaginer la vulnérabilité en tant qu'elle est systémique et pas uniquement... alors mon bâtiment, il est localisé, etc. D'accord. On oublie souvent qu'il y a des réseaux qui le font fonctionner. On oublie souvent qu'il y a des personnels qui font fonctionner ces réseaux. On est encore très infrastructure. Mais les ressources. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que j'en parlais hier dans un événement en rappelant, quel est le point commun finalement entre la Chine et le Brésil sur leur transition énergétique ? C'est justement les ressources. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, la Chine est en train de nous mettre un paquet d'avances et qu'on n'a pas tout à fait vu venir. Bon, en réalité, moi, j'ai bossé sur le China Green Tech Report il y a 15 ans. Et donc, tout ce qu'ils sont en train de déployer, c'est des choses qui étaient listées. Il n'y a pas de surprise non plus. C'est juste qu'ils l'ont fait.
Et donc, on est dépassé par le fait que c'est déjà une réalité, alors que nous, on est encore en train d'en discuter. Mais donc, ressources, clairement. Et puis, le Brésil ou l'Afrique du Sud, par exemple, qui parlent beaucoup de bioéconomie, c'est aussi de la ressource biomasse. Et donc, moi, j'ai tendance à dire, finalement, qu'est-ce qu'on a comme ressources ? En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, on a des compétences. On a des compétences nucléaires, on a des filières industrielles, etc. Et puis, effectivement, de la ressource, si on regarde au niveau territorial, les différents territoires de France n'ont pas la même ressource en eau, la même ressource minérale, etc. etc. Donc, j'aime beaucoup ce raisonnement aussi par, finalement, valorisons ce qu'on a et ça nous permettra d'avancer. Et je vais revenir sur le modèle économique également, parce que c'est quand même un sujet essentiel. Et donc, à la fois, oui, il y a un rôle pour les entreprises et toutes celles que je croise aujourd'hui disent, nous, on est là pour apporter des solutions. Concrètement, c'est notre rôle à partir du moment où la plupart des grandes entreprises ont pris des engagements sur la transition, etc., donc conscients du problème. On apporte des solutions. Je trouve que 2026, on est en train de reconnecter, mais c'est les crises qui nous font faire cette reconnexion encore plus forte, les éléments économiques, environnementaux et sociaux. Et donc, j'ai bu vos paroles, je les ai notées tout à l'heure, Magali, sur le fait que la transition n'est pas une fin en soi, mais doit vraiment... finalement, ça nous a aidé à développer tout un tas d'outils, de solutions, etc., qui sont au service de la souveraineté, de l'indépendance énergétique, de la qualité de vie, de la santé. Et vraiment, c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'accroche et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et donc, je suis dans une grande entreprise, on prône dans notre culture d'entreprise la performance globale. Et là, on est en train de vivre la réalité de ça, c'est-à-dire économie, environnement, social ne peuvent pas se dissocier l'un l'autre sur ces sujets-là, que ce soit de l'électrification, donc là, toutes ces 5 dernières années, on a beaucoup parlé parce que solution bas carbone. Mais en réalité, solution number one de la souveraineté et l'approvisionnement, enfin la sécurisation de nos approvisionnements en énergie. En France, il n'y a pas débat, on a besoin d'électricité. Il se trouve qu'on a de la chance. Elle est fortement décarbonée aujourd'hui et elle peut le rester avec du renouvelable et du nucléaire. Et en plus, on a de la chance sur les usages, qu'on soit sur la mobilité du bâti, il y a encore beaucoup à faire, mais on est en train de montrer que c'est à notre portée. Donc, installer des bornes de recharge électrique. Enfin, voilà, là, le coût de la voiture électrique, il est parti. Dans les bâtiments, passer à de la pompe à chaleur et avoir une bonne dose d'efficacité énergétique / sobriété, parce qu'en fait, ça va souvent ensemble dans la manière dont c'est vécu par les entreprises. Il faut savoir que sur nos entités qui font de l'efficacité énergétique, alors on va prôner la sobriété, mais finalement, vis-à-vis des clients, c'est l'ensemble de la maîtrise de la conso énergétique. On a des entités du groupe qui me disent, moi sur un bâtiment aujourd'hui qu'on prend, on peut garantir 20% d'efficacité, ou de réduction des consommations plus exactement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui ont déjà été faits avant. Donc pour certains, c'est 40 à 50 assez facilement. Pour d'autres, c'est plus dur d'aller les chercher. Mais en fait, on a des outils, y compris digitaux, y compris de prédiction météo, etc., ou d'occupation du bâtiment, qui nous permettent de continuer à aller chercher ça. Et donc, il y a bien cette résonance, parce que là, si je vous parle de réduire les consommations, franchement, c'est ce qu'on continue à faire aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne va pas parler de bas carbone et de transition énergétique ou environnementale, mais on parle d'efficacité, de réduire les consommations et les coûts. Il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, on peut continuer à faire tout un tas de choses. Ça ne veut pas dire que tout est facile, mais ces éléments-là, cette partie-là du discours et des actions, on peut continuer à les dérouler. Et juste pour vraiment insister, le diagnostic de ressources ne doit pas se faire dans le jeu d'échecs. Il doit se faire dans le jeu de dames. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'il faut prendre, et c'est en fait pour ça que c'est compliqué à expliquer, parce que là, pour le coup, la tarte à la crème du systémique, il faut penser global, machin, il faut désiloter, il faut, d'accord, bon. Mais la réalité, c'est effectivement qu'on est enfermé, c'est-à-dire que des ressources aujourd'hui n'en seront plus demain, ou n'en sont peut-être déjà plus sans qu'on s'en rende compte. Et là, on peut parler du digital, parce que j'insiste là aussi, le digital, ça va être une aide très importante, mais attention, le digital est extrêmement fragile dans un climat qui change. Et donc tout l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre la solidarité, par exemple, le réseau électrique. On a une chance dingue, c'est qu'on est en Europe. Donc travailler les interconnexions, c'est tout aussi important que travailler le développement
de sources d'énergie sur notre sol. La ressource, c'est pas tant en réalité le fait d'avoir du nucléaire ou du machin, c'est le fait d'avoir une grille électrique au niveau de l'Europe que d'autres n'ont pas. Mais par contre, le digital est hyper important pour gérer intelligemment ce réseau. Ça, c'est bien. Ça, c'est, voilà. Sur d'autres sujets, en fait, ce digital-là, il va pas être... Parce que d'abord, il a un coût environnemental très important, parce qu'il n'est pas applicable partout, parce qu'en termes de chaleur, et on le voit aujourd'hui, les risques et d'attaques cyber et surtout de défaillance de réseau pour des raisons physiques. Vous avez l'électricité, mais il fait tellement chaud en sous-sol que les câbles fondent. Et donc, là aussi, c'est un enjeu entre solidarité collective, les réseaux, etc., et autonomie. Par exemple, demain, les bâtiments devront être probablement, entre guillemets, autonomes pendant quelques jours. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas connecté à un réseau de froid, un réseau d'eau, d'assainissement, mais c'est vrai que si on peut soulager à certains moments, par exemple par du recyclage au niveau de l'immeuble, par exemple par un assainissement au niveau de l'immeuble, qui n'exclut pas d'être raccordé à l'assainissement collectif, par exemple un stockage d'eau au niveau de l'immeuble pour compenser à un moment donné le fait que l'eau, on va pouvoir la réutiliser pour faire plein de choses et qu'on garde le réseau d'eau potable uniquement pour l'eau potable. Et vous voyez en fait comment cette réflexion sur comment je suis un maillon de la chaîne de solidarité et ma première force, ma première ressource, c'est d'être autonome pendant un temps T. Et ça, en fait, c'est génial parce que ça crée aussi une capitalisation de ce que vous avez déjà produit. C'est-à-dire que quand j'ai un bâtiment qui a des panneaux solaires, quand j'ai un bâtiment qui a au niveau global de l'eau, de l'électricité, le jardin de pluie, la végétalisation des toitures, quand j'ai pensé mon bâtiment pour avoir peut-être un rez-de-chaussée avec une salle climatisée, mais uniquement en bas de froid, avec des panneaux solaires qui permettent de fonctionner même si j'ai une coupure de courant, quand j'ai pensé à avoir une mutualisation des espaces en sous-sol, que j'ai repensé par exemple mes parkings pour qu'ils redeviennent, ainsi de suite. Sauf que pour ça, il faut une stratégie industrielle. Et ça, on a ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, nos industriels doivent absolument, sous pression aussi des autres acteurs économiques, comprendre qu'en fait, produire ce que vous avez dit, ces usages décarbonés. Aujourd'hui, on nous parle d'un moratoire sur les énergies renouvelables au motif que, en fait, ça ne va pas assez vite, on a trop d'électricité. Mais pourquoi on a trop d'électricité? Parce qu'en face, on n'a pas eu la stratégie industrielle pour décarboner, électrifier les usages. Et ça ne peut pas venir des particuliers. Ça doit venir effectivement des entreprises, des end-users, comme on dit aujourd'hui, parce que c'est cette demande-là qui va driver, pour le coup, l'innovation industrielle en France. Et je crois que cette chaîne de valeur que vous construisez, vous avez sans doute, en tant qu'entreprise et que collectivité, bien plus de pouvoir en fait que les citoyens. Parce que si on ne répond pas à votre demande en France, vous irez chercher ailleurs le matériel. Oui, mais effectivement, je pense que cette approche globale, c'est là qu'on a énormément de pédagogie encore à faire. C'est-à-dire que finalement, de réintégrer au sein des projets tous ces éléments, c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, au-delà des mots. Et aujourd'hui, on vit aussi dans les secteurs des infrastructures et du bâti avec des référentiels, des standards, des normes qui nous ont plutôt habitués à fragmenter, c'est-à-dire à être plutôt chacun dans son lot technique. Et c'est là que ça commence, c'est-à-dire c'est de se dire, en fait, dans la manière de raisonner, on a une innovation, par exemple, qui s'appelle Power Road, qui est la route qui chauffe. Donc en fait, on capte la chaleur du soleil sur la route, ça tombe bien, en temps de été caniculaire, etc. On en récupère, et qui peut réalimenter l'énergie d'un bâtiment, d'une piscine, d'un gymnase, etc. Ça peut ou non stocker en géothermie, donc pour être réutilisé plutôt l'hiver. Voilà. Sauf que concrètement, ce machin-là, on le met dans quel lot? C'est pas de la voirie, si, c'est de la voirie, mais c'est aussi de l'énergie, c'est aussi de la géothermie, c'est pas une pompe à chaleur. Bref, et donc on a été confronté à ça. Alors heureusement, on a quasi 200 projets réalisés depuis, mais c'est comment on dépasse cet élément-là qui est purement d'organisation contractuelle en fait, de l'appel d'offres public, la plupart des cas. Et ça, effectivement, faut qu'on le fasse en collectif, faut qu'on soit intelligent, qu'on continue à s'armer de patience là-dessus. Et j'ai un autre cas qui est sur la nature en ville. Donc, encore une fois, canicule, on va parler beaucoup d'îlots de chaleur et donc comment lutter contre en créant des îlots de fraîcheur.
Et malheureusement, en France aujourd'hui, on a encore énormément d'endroits où on a uniquement renaturé. C'est-à-dire qu'on a retiré les enrobés, etc., les surfaces minérales et remis de la nature, mais on n'a pas nécessairement pensé à déconnecter l'eau pluviale des réseaux. Donc il faut infiltrer l'eau à la parcelle, c'est le moyen en fait. Sinon, vos arbres, vous allez devoir les arroser en fait. Et ça, c'est voilà, un des leviers techniques. Donc, c'est Revilo, c'est une autre offre qu'on pousse et qui a gagné le Grand Prix de l'environnement 2024. Donc, j'en parle avec grand plaisir et honneur parce que les équipes ont fait un boulot formidable pour se dire, voilà, ça passe par ces leviers techniques sur lesquels il faut l'expliquer. Enfin, il y a beaucoup de bon sens et de logique derrière. Mais c'est grâce à ce type de raisonnement qu'on va réussir à continuer à faire les pas de côté. Et effectivement, donc, notre gros sujet, pour moi, c'est vraiment le changement d'échelle. Et quand je demande là à nos équipes ce qu'ils voient comme solution action pionnière, franchement, on a plein de choses. Mais on a plein de choses mises en œuvre 10 fois, 100 fois, mais pas des milliers de fois et pas partout dans tous les pays, etc. Et donc, c'est vraiment là qu'il faut la bascule de faire savoir, faire comprendre, montrer que c'est réaliste, faisable, que c'est même fun, voilà, d'avoir de la nature en ville, de rouler en électrique, etc. Et que ça améliore effectivement tous ces enjeux qui ne sont pas que du bas carbone, mais directement la qualité de vie ou le pouvoir d'achat. Alors j'ai encore beaucoup de questions, mais s'il y a des questions dans la salle, je préfère leur donner la priorité puisqu'il ne nous reste que quelques minutes. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions? Il y a un micro qui va arriver d'une seconde à l'autre. Merci, à Valentine. Peut-être, oui. Bonjour à tous. Beaucoup de notions dans vos présentations, mesdames et messieurs. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une synchronicité de ce qu'on vit et ce que vous avez décrit, et les Français, voire les humains, ont une capacité d'abstraction assez rapide. Vous avez parlé du Covid, on peut parler des attentats, et donc pic d'attention, que se passera-t-il dans quelques mois? Et la synchronicité que la conjoncture actuelle est quand même assez compliquée. Et dans quelle mesure ça génère un manque de confiance, un manque d'audace pour aller aborder ces sujets-là? Parce que moi, je parle avec un certain nombre d'acteurs qui me disaient, écoute Nolwenn, oui, très bien, mais en fait, moi aujourd'hui, j'ai pas les lignes de crédit. Et quand je dis ligne de crédit, c'est pas seulement en euros, c'est aussi mon employeur me laisse pas le temps de me poser sur ces sujets de circularité, de décarbonation, de résilience. Et comment essayer d'accompagner ça parce que tout tombe un peu en même temps là en ce moment. Alors ces canicules et ces événements sont des faits divers. C'est traité comme des faits divers. Voilà. Quand je dis que c'est traité comme des faits divers, c'est que on est surpris, on savait pas, il y a un bouc émissaire. Alors c'est plus Météo France. Pour une fois, c'est pas Météo France. Bon, d'accord. C'est pas le préfet, c'est pas l'ARS, tout ça. Bon, maintenant, c'est les scientifiques. Alors, on vous convoque sur les plateaux, vous répétez la même chose. Bon, à la fin, j'ai envie d'envoyer vous savez, les magnétophones de l'époque pour leur dire, écoutez, je l'ai déjà dit, redit, surdit, puis je suis pas la seule. Et puis après, vous avez la solution miracle. Et donc là, on va débattre, climatisation, machin, tout ça. Et puis, il y a un autre fait divers. Alors là, le problème, c'est que comme ça revient, vous voyez, on a eu, je sais pas si vous avez quand même vu la séquence, canicule de mai, Liana, recanicule. Je ne dis pas que ce n'était pas important, la protection des enfants, mais vous avez aujourd'hui le même schéma en fait dans toute la société. Sauf qu'il y a un truc nouveau, là, c'est la colère. C'est la colère. Et la colère, elle est partout. Elle est chez les gens, elle est dans les administrations, elle est dans les entreprises. Parce qu'à un moment, il y a ce truc de dire, ça suffit. Votre élu, votre entreprise, oui, effectivement, il y a un problème de crédit. Il va falloir qu'ils entendent qu'en fait, c'est que le début. Et c'est pour ça que je vous parlais de la réalité. C'est quoi? La réalité, c'est qu'on va décarboner à un moment parce que c'est marche ou crève. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un tri sélectif, comme on dit. C'est un tri entre ceux qui vont mourir et ceux qui vont vivre. Ce que je dis simplement dans le livre, c'est que on a encore la possibilité de renverser la tendance en étant moteur en ne subissant plus. Ce qui se passe en fait aujourd'hui dans notre agriculture, dans notre industrie, dans nos entreprises, on subit. Et plus on subit, plus nos finances s'arrêtent. Plus on est pressuré parce qu'en réalité, le temps, avant on devait gérer un problème, une urgence, et là en fait tout tombe en même temps.
Et on voit partout, que ce soit dans l'administration, dans l'entreprise, en fait, des gens qui sont inondés de problèmes parce qu'on est en mode de gestion d'urgence où tout devient prioritaire, mais parce qu'en fait, la structure même est là. C'est-à-dire qu'on s'est enfermé on a verrouillé notre dépendance aux fossiles, on a verrouillé notre addiction. Et les conséquences, elles se payent aujourd'hui. Moi, j'ai l'habitude de comparer le climat et la dette publique. C'est le même principe. Le déficit public annuel alimente une dette qu'on ne rembourse pas. On ne rembourse pas la dette en tant que telle. La dette, si on arrêtait de la grossir, elle finirait par se résorber. C'est pareil pour le climat. Notre déficit carbone qui fait qu'on dépense plus que ce qu'on a le droit chaque année alimente le stock. Ce qu'on est en train aujourd'hui de payer du point de vue de l'économie, c'est la charge de la dette. C'est une charge de la dette qui arrive à 60 millions, 80 millions. C'est le budget de l'éducation nationale ou de la défense. Ce que nous sommes en train de vivre au quotidien là, c'est la charge de la dette carbone. Et en réalité, personne ne l'a identifié comme telle. Et c'est pire que ça, c'est la charge de notre dépendance aux énergies fossiles. Parce que, par exemple, vos collectivités territoriales, depuis le Covid, elles ont vu exploser les budgets chauffage. Pour les universités, quand j'y étais encore, c'était 200 millions d'euros uniquement d'augmentation de frais de chauffage. 200 millions d'euros, c'était le budget qui était alloué pour un programme France 2030 à l'intégralité des universités de sciences humaines et sociales pour se moderniser. 200 millions d'euros. Aujourd'hui, on paye plus pour les crises et pour la dépendance aux fossiles à tous les niveaux. Ce qu'on n'a pas su expliquer, c'est ça. C'est qu'en fait, l'inaction, c'était en fait un verrouillage dans une dépendance aux fossiles qui était en train de nous pressurer, y compris en termes de dette, y compris en termes de surcoût. Et ça, je n'ai pas su l'expliquer. Peut-être que vous avez de meilleurs mots, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Non, enfin, j'ai pas nécessairement la réponse au problème. Il faut qu'on continue à alerter. Et voilà, vous en faites une partie, on en fait aussi. Et effectivement, on a un énorme problème de financement de l'ensemble. Je vais juste prendre concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Et donc, cette question du coût de l'action, coût de l'inaction, déjà sur les dommages climatiques, on a plein de rapports qui nous disent, donc entre Stern à l'époque, rapport de la Cour des comptes l'année dernière, etc., que voilà, c'est une évidence, il faut investir maintenant. Et pour le coup, on sait ce qu'il faut faire sur les autoroutes. On a chiffré, il y a 27 milliards au total sur l'ensemble du réseau français. C'est des chiffres officiels qui ont été repris dans France Ambition Transport, etc. Et pour le coup, on n'a pas encore le go pour y aller, faire tous les travaux, où on y va petit à petit dans chaque négociation de contrat. Mais donc, ce qu'on a fait aussi, c'était de se dire, on va prendre deux infrastructures et puis on va faire un calcul de coût d'externalité. C'est-à-dire essayer de refaire ce calcul d'évaluation socio-économique de si j'investis maintenant, et donc on a restreint, on se dit voilà, c'est deux projets spécifiques en France, qu'est-ce qu'on évite comme coût de dommage? Donc on l'a fait encadrer par l'Université de Dauphine, etc., d'un point de vue méthodo. Et donc voilà, ça c'est notre petite pierre à l'édifice là-dessus. L'autre, et parce que c'était aussi, pour rebondir sur votre question, une question je sais que Lucas avait sur les prix, le signal prix par rapport à nos clients. Et donc, oui, il y a des solutions qui sont plus chères. Il y en a aussi qui le sont moins, puisque si on réduit les coûts, voilà. Et donc, finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on a quand même beaucoup de clients publics. Donc, ils ne sont pas soumis à la CSRD, à tout ça. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Ils n'ont pas le problème d'être cotés en bourse et d'avoir des investisseurs ou pas. Donc, on se retrouve à devoir offrir du choix, c'est-à-dire plutôt à systématiser déjà les infos carbone, c'est de dire moi monsieur le client je vous fais votre bilan carbone, que vous le vouliez ou pas, voilà, je vous le montre. Bon quand on a commencé on en a plus de moitié qui disaient rien à faire, mais c'est pas grave, il est là. Et puis dans l'offre, et je vais reparler du béton bas carbone juste 2 secondes, même si maintenant on promeut beaucoup la mixité des matériaux, mais en fait ça nous a permis de raisonner, de faire la transition aussi chez nous dans nos métiers. Mais le béton bas carbone, on a une gamme de béton, le bas carbone, le très bas carbone, le ultra bas carbone. Alors oui, le ultra bas carbone, il est plus cher et les clients exemplaires qui l'ont pris, c'est la Solidéo, enfin c'est le Grand Paris Express et le Village Olympique en gros, parce qu'ils avaient un fonds innovation ou développement durable qui pouvait se permettre d'avoir ce projet et de booster l'innovation. Mais en réalité, on offre cette gamme de prix. C'est-à-dire que, monsieur le client, on vous offre plus ou moins de décarbonation en fonction du prix que vous êtes prêt à mettre en fait, sur le produit. Et je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais à minima, on éduque, on dit, nous, techniquement, on saura dérouler.
Voilà. Maintenant, voilà, il y a un modèle économique et puis tout ce qu'on peut faire pour le même prix, pour pas beaucoup plus cher ou pour moins cher, évidemment, ça, il faut qu'on continue à le pousser. On a encore une accélération à donner là-dessus, évidemment. Ce qui manque juste, c'est d'avoir sur les bilans carbone, en fait, et ça c'est compliqué aussi, c'est d'arriver à les traduire en coûts. Oui. Parce qu'un bilan carbone, bon, d'accord, j'émets moins de carbone, oui, mais la France c'est 1%, mais moi j'en ai rien à faire, et puis mon voisin, et puis machin. En fait, c'est de dire ce bilan carbone-là, ça consiste en fait pour toi à éviter des coûts énergétiques, des coûts d'eau, etc. Et donc, c'est de se projeter à long terme. Et en fait, la difficulté, c'est que nous, on parle en tonnes de carbone parce que c'est notre boulot. Traduire ça pour une entreprise, je vous donne juste un chiffre. Vous vous souvenez des retraites, on avait parlé des 12 milliards par an à mettre de côté. Un rapport de l'IGF, Inspection Générale des Finances, vraiment le niveau premier, ils sont pas c'est 12 milliards d'euros de subventions aux énergies fossiles. Quand vous subventionnez une énergie fossile, c'est vous brûler des billets de banque. Ça ne sert à rien. Le GIEC le dit, le Haut Conseil pour le climat le dit, c'est pas un problème alors dit comme ça peut être choquant, mais c'est pas un problème de financement, c'est un problème de réorientation. C'est d'arrêter de dépenser pour investir. Et ça veut dire derrière éviter la dépense inutile, améliorer la dépense quand on l'a fait, et changer la dépense, c'est-à-dire réorienter la dépense. Ce qu'on fait pour le carbone, on peut le faire pour la dépense. Et si vous le dites comme ça, tout le monde comprend. Tu vas acheter une voiture neuve. Alors déjà, quand on me dit on n'a pas l'argent pour acheter des voitures électriques, excusez-moi, la Twingo neuve, que j'aime beaucoup, parce que voilà, mais enfin, elle est, quand même, c'est pas donné. Hein. Bon, alors il n'y a pas de marché il manque un marché encore de l'électrique, un marché de l'occasion. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Voilà, les flottes d'entreprises commencent à être dispo. Voilà, quand vous achetez aujourd'hui un véhicule neuf, en fait, il faut regarder tout le coût. C'est le cycle de vie. Et là aussi, quand vous dites à monsieur, l'analyse en cycle de vie, moi, la première fois où on m'a dit ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Parce qu'effectivement, c'est strass-paillettes pour parler dans l'entreprise, mais ça parle à personne. Mais l'analyse en cycle de vie, c'est ce que tout le monde fait. Vous achetez des fringues pour vos gamins, vous les essayez de les prendre solides, parce que effectivement, ça vous évite d'en racheter. Alors ils grandissent, bon, mais enfin, et ça c'est l'imprévu, je veux dire. Mais au moins, vous savez que si vous avez un schtroumpf qui passe sa vie à faire des trous dans son pantalon, vous achetez le jean un peu plus solide et vous faites un coût-bénéfice. Mais tout le monde le fait en réalité. Donc là aussi, c'est pas un truc qui sort de je sais pas quoi, c'est pas un délire d'un télo dans son... non, c'est juste de dire à un moment, quand vous achetez une maison, un appartement, vous commencez par vous dire, est-ce que je vais avoir des travaux plus tard? Est-ce que quand je vais vieillir, je peux y accéder? Est-ce que si j'ai un bébé, je peux avoir une pièce? En fait, on le fait tous, ce raisonnement. Et on est en train de nous dire que des entreprises ou des collectivités territoriales ne le font pas. Excusez-moi. Si c'est la réalité, ça veut dire qu'il faut en fait se demander pourquoi la France n'est pas déjà dans l'état de la Grèce. Je suis désolée, hein, mais si on nous explique qu'il est naturel pour une entreprise de ne pas se poser cette question-là ou pour une collectivité de ne pas se la poser, sincèrement, on attend, et dans quelques années, c'est la Grèce, c'est-à-dire la faillite. Donc on est bien obligé de se poser au niveau de l'entreprise. Vous les posez, j'imagine. Oui, évidemment. Évidemment. On prend encore quelques questions. Oui, merci. Camille Defar pour la Fabrique de la Cité. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Je voulais revenir, c'est dans le prolongement de la précédente question, sur cette question de la différence d'horizon de temps. On a des investissements aujourd'hui qui sont extrêmement nécessaires. Vous avez parlé de la rénovation des bâtiments, par exemple. C'est des investissements qui, néanmoins, ne sont pas rentables et qui vont devoir être soutenus par la puissance publique. Il me semble que vous avez rejoint la Cour des comptes. Comment est-ce que cette question-là, elle est travaillée depuis cette institution? Alors, je ne peux pas vous répondre pour la Cour des comptes. Je suis tenue à un devoir de réserve. Donc, je vais un peu taper à côté parce que je ne m'exprime évidemment pas pour la Cour des comptes. En revanche, je vous recommande les excellents rapports de la Cour des comptes sur le sujet. Imaginez qu'il n'y ait pas de... Je vais vous répondre à côté, mais vous allez comprendre que ça revient au même. Le travail de la Cour des comptes, c'est d'évaluer notamment les politiques publiques, et c'est de regarder ce qui est constitutionnel, hein, c'est l'article 15 de la Constitution, l'utilisation de l'argent public. Dans une entreprise. Alors nous, on le fait, on est des magistrats. Hein, la Cour des comptes, c'est une magistrature indépendante, mais j'imagine que dans les entreprises, vous avez des conseils d'administration qui vérifient l'usage des euros que vous dépensez. L'investissement n'est pas rentable. Imaginez qu'il n'y ait pas de changement climatique. Pas de changement climatique.
Donc, par exemple, une collectivité laisse ses réseaux se dégrader, laisse ses écoles se dégrader, laisse son hôpital se dégrader. Ben, le résultat, c'est le même. Hein. Ça s'effondre. Et d'ailleurs, je signale que comme il n'y avait pas vraiment une conscience, ou en tout cas que ce n'était pas à l'agenda ces dernières années, on a effectivement laissé l'école, l'hôpital, le bâtiment se dégrader. Quand on voit l'état aujourd'hui des réseaux d'assainissement en France, quand on vous explique que tel ou tel bâtiment date de l'après-guerre, vous dites, mais vous n'avez rien investi depuis ? Ce qui se passe sur le nucléaire, indépendamment de ce qu'on peut en penser, ben c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, on dort sur nos lauriers. Donc, indépendamment du changement climatique, de toute façon, il y a un mur d'investissement, parce que sans changement climatique, ben, il y a des tas de travaux qu'on n'a pas fait. Et donc, il faut revenir à la notion d'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement ? Et comment est-ce qu'on finance de l'investissement ? On peut le financer par l'impôt, on peut le financer par... donc c'est l'État, pour faire simple, hein, la solidarité nationale, on peut le financer par des partenariats publics-privés. Il me semble hein, qu'on en a fait quand même quelques-uns. On peut le financer par la dette, par le prêt. Simplement, quand vous allez chez le banquier, que vous demandez un prêt, il va vous dire, on va regarder un certain nombre de trucs. Jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent parce que ce n'est plus le cas, le banquier, il ne regardait pas le climat. Mais aujourd'hui, il commence à regarder. Et pas par philanthropie, hein, parce qu'effectivement, je te fais un prêt pour acheter une résidence secondaire qui va être inondée, tu n'auras même pas fini de rembourser le prêt que ta maison, elle ne sera plus là. Et donc moi, banquier, si je veux demain me payer parce que tu n'as pas remboursé, eh ben en fait, j'ai de la flotte, quoi. Et c'est pareil sur les assurances. Et c'est pareil sur plein de choses. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est d'avoir cette grille pour se dire, est-ce que cet investissement-là, dans un climat qui se réchauffe et dans la décarbonation qui est inéluctable, est-ce que cet investissement-là, c'est un actif échoué ou pas ? La grille, en fait, elle existe déjà. Et donc, c'est pour ça que, oui, il y a ce mur d'investissement, c'est un terme là aussi, mais il est réel. Il est réel, il n'est pas échelonné, il n'est pas étagé. Mais quand on nous explique que ce n'est pas possible, ça, c'est faux. La question, c'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on diagnostique le besoin d'investissement, on le priorise, et comment ensuite, derrière, investissement par investissement, on regarde les solutions qui sont à nous et comment les acteurs qui vont accompagner ces investissements eux-mêmes se dotent de cadres pour dire cet investissement-là, oui, cet investissement-là, non. La Banque des territoires le fait, les banques françaises le font, la Caisse des dépôts le fait, et d'une certaine manière, les entreprises aussi. On voit des entreprises, alors moi j'ai travaillé avec des gestionnaires de l'eau, qui disent dans certains territoires, étant donné l'état du réseau, étant donné la manière dont ça se passe, étant donné le choc climatique à venir, on n'y va plus parce qu'en fait, ça n'est plus rentable d'investir. Ça veut dire aussi que d'ores et déjà, parce qu'on n'a pas mis en œuvre la transition, eh bien, on est déjà dans des stratégies, malheureusement, d'abandon. Parce que la seule option viable à terme, c'est l'abandon. Et là, on ne travaille plus à est-ce qu'on reconstruit, on travaille en fait à accompagner l'abandon, et ça fait aussi partie du sujet. Plus on tarde, plus il faudra accompagner l'abandon, accompagner la faillite, accompagner la... Et au bout d'un moment, effectivement, la ressource, elle est atteinte parce qu'il n'y a plus d'argent pour le faire. Et on trie. Et juste parce qu'on a eu un événement sur l'adaptation au changement climatique et les assurances il y a quelques temps ici, Nicolas Notebaert faisait la conclusion, donc c'est le patron de Vinci Concessions dans le groupe, et il disait est-ce qu'il ne faut pas avoir des modèles de partenariat public-privé ou de concession d'adaptation d'infrastructures, parce qu'elles sont existantes nos infrastructures en France, en Europe, la plupart, il y a encore un peu besoin de logements, et d'ailleurs on arrive à convertir des bureaux en logements. Mais donc, voilà, il y a de la capacité à mobiliser du financement privé sur ce genre de choses. Par contre, voilà, il faut réussir à s'organiser pour que ce soit audible, accepté, etc. Et on saura répondre présent sur ce type de marché également, en fait. Une dernière question avec des réponses assez courtes. Et puis ensuite, pour ceux qui voudront continuer encore la conversation, ce temps plus informel. Merci. Bravo pour votre exposé, c'est très clair. Je voulais savoir si vous étiez d'accord sur le fait, si vous voulez, que les 5 pays les plus producteurs de CO2, c'était la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon.
Et qu'en fait, si vous voulez, quand on dit que 30% du CO2 est produit par la Chine, moi, ce qui m'ennuie dans cette présentation, c'est que c'est faussé, parce qu'en fait, il faut présenter ça par le nombre d'habitants. Et que donc, c'est jamais fait, hein, c'est toujours 30% la Chine, enfin, dans le discours général. Et après, j'aurais une question pour madame. Donc, en fait, c'était ça. Et c'est assez amusant, parce que finalement, la Chine a un taux par habitant qui est plus bas que les États-Unis, et donc c'est le plus gros producteur par habitant, ce sont les États-Unis. Vu ce qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on a le droit d'être inquiet. C'est ce qui va se passer. Ça, c'était ma première question. Alors, la deuxième, c'est pour moi vous. Une question qu'un commentaire. Madame, non, mais je vais vite. Madame, c'est qu'il y a un nouveau concept dans l'environnement qui est en train d'apparaître. C'est en fait la perte mémorielle de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, la vision qu'on a en termes de société, si vous voulez, c'est que chacun a son propre souvenir de l'environnement, comment c'était autrefois quand on était gosse. Et c'est très intéressant de travailler dans ce sens-là. Parce que moi, je vais vous donner un exemple très simple. J'étais moussaillon à Granville, en Normandie, quand j'avais 14 ans. Et la mer, c'était une explosion de vie à l'époque. C'est-à-dire il y a 50 ans, je ne vais pas vous dire mon âge, mais c'était une explosion de vie que j'ai vue avec les chaluts qui rasaient tous les fonds. Mes propres enfants aujourd'hui n'ont aucune idée de ce que c'était autrefois, c'est-à-dire que leur mémoire aujourd'hui, c'est leur propre expérience. Donc ils ne sont plus sur la plage, parce qu'il n'y a plus rien. Donc si vous voulez l'environnement, le monde change, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est ça qui est important. Enfin, si je réponds rapidement sur ce point-là, évidemment, le monde change et c'est la grande accélération, c'est-à-dire la démographie, l'effondrement de la biodiversité, etc. Tout a évolué. Je pense que ce côté multigénérationnel et travaillons ensemble, enfin, c'est une partie de ce qu'on essaie de faire par voilà, des ateliers, etc. Je rencontre un certain nombre de jeunes qui disent, nous, on est la génération climat, c'est-à-dire que voilà, là, en arrivant sur le marché du travail, on a été éduqués depuis tout jeune, de la maternelle et autres, à la sensibilisation, donc on sait ce qui se passe. On ne sait pas forcément quoi faire pour agir. C'est-à-dire que certains ont des lombricomposes dans leur studio parisien, d'autres vont dire, en fait, c'est tellement, ça nous dépasse tellement que je continue à vivre comme j'ai envie parce que voilà, on ne pourra rien faire et c'est une partie de collapsologie. Mais effectivement, il faut aller chercher chacun sur reconstruire, sachant que l'environnement, c'est évidemment dès le départ vivre en équilibre. Donc on n'est qu'une espèce vivante parmi d'autres. Et effectivement, aujourd'hui, avec l'explosion démographique, on a déséquilibré un certain nombre de choses. Donc c'est revenir à un équilibre, mais futur. C'est-à-dire, je pense qu'on ne refera jamais ce qu'on a connu, vous et moi, dans notre passé et dans notre jeunesse. Et d'où tout l'intérêt du bouquin, parce que je pense que ça nous projette effectivement sur un nouveau... Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit et pour répondre à votre première partie, ça prouve justement que le geste individuel qui est absolument nécessaire ne suffit pas. En fait, la manière de... Pourquoi on parle par pays, alors par tête ou par territoire? Parce que les politiques climatiques sont à la main des États. Qu'on le veuille ou non, dans le cadre de la modernité de l'État-nation, c'est les États qui définissent les règles du jeu. En revanche, on peut très bien le faire, par exemple, par individu. Alors là, si vous faites par individu, c'est même plus la question des Chinois, c'est ce qu'on voit, 1% des plus riches, 10% des plus riches, sachant qu'a priori, dans cette salle, on fait déjà tous partie des plus riches en France. Donc, vous voyez, et donc le plus riche commence assez bas, mais en réalité, vous avez déjà des tas de gens en France qui sont dans les clous, ou quasiment dans les clous. Mais on peut aussi le faire par secteur. L'industrie, l'agriculture, etc. Et puis on peut le faire par entreprise. On sait qu'aujourd'hui, on a 100 entreprises qui sont responsables directement ou indirectement des émissions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a besoin d'outils à un moment pour expliquer ou visualiser ou conceptualiser et à partir de ça, de trouver des leviers d'action parce qu'effectivement, il y a des actions dans les entreprises, il y a des actions machin. Mais il ne s'agit surtout pas d'instrumentaliser cette visualisation pour ensuite en faire quelque chose de normatif. On en revient à ce que je racontais sur la décroissance. Qu'on ait à l'intérieur des scientifiques, de la production de données, une manière de regarder les choses, c'est un débat. Ensuite, ça passe dans la société et ça sert en réalité à bloquer. Parce que tout est bon pour bloquer.
La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que il va falloir construire ces conditions collectives. Et pour construire ces conditions collectives, il y a des interactions entre les États qui effectivement fixent les règles du jeu, y compris économiques, les entreprises qui construisent par la production, par la transformation, par l'innovation, le privé en fait, quand je dis la décarbonation, les collectivités territoriales, les individus, chacun après dans son rôle qui est un acteur. Vous avez en réalité autant d'actions de décarbonation en tant qu'individu que parfois dans vos métiers. Vous êtes un ingénieur chez Vinci, vous êtes un constructeur, enfin une personne qui travaille sur les chantiers, vous contribuez aux émissions par votre travail. C'est ça d'ailleurs qui rend aujourd'hui les jeunes dingues en disant mais moi je ne veux pas aller là-dedans parce qu'en fait mon boulot va émettre, au contraire mon boulot ne va pas émettre. Et donc il faut être conscient que l'inaction, en fait, c'est un nom pour nommer la situation au sens où on ne va pas collectivement assez vite. Mais ensuite, tout ce dont on parle de mesures, c'est simplement pour faire prendre conscience que des efforts, des marges en fait de manœuvre, des leviers d'action de chacun. Et donc ensuite de s'interroger dans mon travail, dans ma vie quotidienne, dans mon quartier, est-ce que j'ai une marge pour agir ? En fait, derrière ce projet-là, cette question-là, et on en revient à ce que vous disiez sur l'acceptabilité, c'est cette question des conditions de possibilité de l'action. Nous savons, je pense que nous voulons tous en réalité, parce que personne n'a envie de vivre dans l'enfer. Beaucoup pensent qu'ils pourront vivre dans l'enfer. Le problème, c'est que plus vous êtes riche, plus vous pensez, parce que vous avez plus de ressources, que vous allez pouvoir vous en sortir. Et la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'on peut ? C'est cette question en fait, de la capacité, et je conclurai là-dessus, il y a une différence entre vouloir, savoir et pouvoir, et qu'aujourd'hui, en fait, et on en revient sur les récits, l'idée c'est que la première façon, c'est de penser. Or, on ne peut pas penser ce qui est de l'ordre de l'invécu, parce que justement, tous les gens me disent sur ce livre, c'est de la science-fiction. Non, la science-fiction, c'est un univers qui ne peut pas exister, enfin, ou qui pourrait, mais voilà. Et 2, ce n'est pas optimiste. Ce n'est pas optimiste. C'est une traduction. Je traduis du rapport scientifique par des mots, j'y mets des images, je raconte une histoire, comme quand je faisais mes cours, où je traduisais des tableaux de chiffres, en conséquence, comme quand vous traduisez un bilan carbone en économie. Ça n'est pas optimiste. C'est une traduction et j'ai essayé d'être une traductrice. Et vous savez très bien que quand on traduit, vous pouvez avoir plusieurs traducteurs du même texte originel. Ça vous donne des traductions différentes, mais ça ne reste qu'une traduction. Il n'y a même pas mon avis à l'intérieur. Vous verrez, il y a des pirouettes si vous le lisez, parce que je n'ai pas à donner mon avis. Un traducteur ne donne pas son avis sur l'œuvre. Il en donne sa compréhension, il essaie d'y mettre un peu du sien, il traduit selon des règles, ça a été... Donc ce n'est pas... Mais c'est bien cette traduction qui nous permet à tous de se projeter à vous de jouer maintenant pour traduire dans leur métier, donc merci encore. Merci à vous. Merci à toutes les deux. Merci à vous d'être venus ce matin. J'invite Charlotte Philippon à se signaler si vous souhaitez acheter l'un des quelques exemplaires qu'elle a pu apporter. Merci, excellente journée à tous.